Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont décidé début novembre que l'attribution automatique à un enfant du nom de famille de son père avant celui de sa mère, en cas de désaccord entre les parents, était discriminatoire. Afin de mieux comprendre les implications d'une telle décision, je voudrais partager avec vous les réflexions du pédopsychiatre Christian Flavini sur cette question. Pour lui, en effet, cette tradition revêt un sens anthropologique profond qu'il ne faut pas ignorer ou juger superficiellement sous l'influence d'un discours féministe réducteur. Jadis, l'enfant portait comme seul nom celui de son père, le patronyme. Était-ce pour autant le témoignage d'une domination masculine ? Pas forcément, car les registres paternel et maternel étaient clairement différenciés. Le registre maternel n'avait pas besoin d'affichage. Il suffisait à la mère le témoignage d'avoir accouché de l'enfant pour devenir sa mère. La mère était certissima, selon le précepte, la mère est celle qui accouche. Surtout, le registre du maternel avait une présence centrale dans la vie des familles. Les mères étaient le symbole de la transmission de la vie. Elles le portaient avec détermination et courage, sachant les épreuves auxquelles ils les confronteraient, les souffrances de l'accouchement, voire le risque de la mort en couche qui engageait la maternité, comme un véritable sacrifice au profit de la venue de l'enfant. Les hommes, cependant, contribuaient à leur manière. Leur rôle était de protéger la famille. Le patronyme conféré à l'enfant était revendication de paternité, compensant la fameuse incertitude paternelle. C'était la raison du mariage, faisant père celui que les noces désignent, garantissant la paix des familles et établissant la double filiation, paternelle et maternelle de l'enfant. La procréation était fruit de l'union des sexes, le pouvoir procréateur partagé, compensant l'incomplétude de chacun des sexes et surmontant la finitude personnelle par la transmission aux générations suivantes. Les progrès techniques au XXe siècle ont bouleversé le rapport des femmes à la procréation. Elle est désormais sécurisée et maîtrisée avec les contraceptifs et gérée in vitro. Le partage des tâches familiales et sociales en a été modifié, mais cela a surtout dissipé l'aura maternelle. La femme d'aujourd'hui souhaite l'enfant avec autant de cœur, mais à date choisie pour ménager sa carrière professionnelle, si ce n'est en ayant fait décongeler ses ovocytes. La procréation a perdu sa portée symbolique et devient une gestion de la venue de l'enfant. Il s'ensuit la demande de visibilité des femmes dans le champ social. Elle aboutit en France à substituer au patronyme les noms de famille, en 2002, des pères et mères. Dans cette logique de désymbolisation de la procréation, le nom de famille ne fait plus que désigner. Elle nomme les intéressés sans référence à l'enfantement. Ainsi peut-on désigner 2 mères en France depuis 2021. La valeur symbolique qui, avec le patronyme, transmettait à l'enfant le principe même de la paternité, a disparu. La question posée devient alors, désigner les 2 parents, oui, mais dans quel ordre ? La CEDH aurait pu souligner que la France a résolu cette question en choisissant, en cas de désaccord des parents, de respecter l'ordre alphabétique. Ce qui montre bien que quand des procédures juridiques sont déconnectées de leur sens anthropologique, on en vient à une gestion privée de tout sens, juste pour éviter les procès. L'enfant est désormais privé par les procédures juridiques du cadre symbolique fondant en cohérence sa venue au monde comme fruit de la différence des sexes et successeur de la lignée familiale, et par là continuateur de l'aventure humaine. La CEDH est la gestionnaire appliquée de cette désymbolisation qui privilégie les réclamations des adultes à l'intérêt supérieur de l'enfant, que pourtant elle invoque sans cesse. Alors restons dans le domaine de l'enfance. Dans son rapport Project Arachnid, l'accessibilité des images d'abus pédosexuels sur Internet, publié en juin 2021, le Centre canadien de protection de l'enfance a indiqué avoir analysé 5,4 millions d'images d'abus pédopornographiques sur Internet. Selon ses conclusions, le fournisseur français Free hébergerait près de la moitié de cette pédopornographie mondiale et tarde à en supprimer les fichiers. Dans son rapport, le Centre canadien de protection de l'enfance démontre l'utilisation massive du service d'hébergement de Free pour stocker anonymement des médias pédopornographiques en ligne, puis de diffuser les liens de téléchargement direct sur des sites et forums en ligne. Pour les 3 années de la période étudiée, Project Arachnid a détecté chez Free plus de 18 000 fichiers d'archives contenant en tout près de 1,1 million de photos et de vidéos assimilables à des images d'abus ou à des images préjudiciables ou violentes.
L'association de protection de l'enfance canadienne juge sévèrement Free, estimant que l'entreprise ne s'occupe guère de ce service depuis quelques années. La page d'accueil du site d'hébergement n'avait pas changé d'apparence depuis 2008 et utilisait l'obsolète protocole de transfert hypertexte non sécurisé, HTTP. Le lien signalait un contenu illicite présenté en page d'accueil, renvoyait d'ailleurs vers un message d'erreur 404. Plus grave encore, à partir de 2018, le CCPE a commencé à communiquer directement avec des employés de Free et à leur fournir des listes de liens directs menant à des fichiers d'archives hébergés sur leur serveur et contenant des images d'abus pédosexuels à supprimer. Mais selon les données du Project Arachnid, en date du 18 mai 2021, près de 3000 fichiers d'archives ayant fait l'objet de demandes de suppression durant les 3 années de la période étudiée étaient toujours publiquement accessibles. Aux États-Unis, Fox News a rapporté que le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a été identifié comme le conseiller en politique étrangère mentionné dans l'acte d'accusation contre l'ancien avocat de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton, Michael Sussman. Ce fait a été signalé pour la première fois par le Washington Examiner. Sullivan n'était pas la cible de l'enquête du procureur spécial John Durham, et l'acte d'accusation ne le décrit que comme ayant reçu des informations. Mais il ne fait guère de doute qu'il était au moins au courant. Michael Sussman, un éminent avocat en cybersécurité avec des liens démocrates très profonds, a été inculpé en septembre par Durham pour avoir menti au FBI lors d'une réunion avec de hauts responsables en 2016. Les fausses preuves que Sussman a apportées au FBI ont affirmé que l'organisation Trump avait des liens avec la banque russe Alpha. Mais l'acte d'accusation ne révèle pas ses liens avec la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Dans les derniers jours de la campagne présidentielle de 2016, Sussman avait fait de fausses allégations au FBI sur les liens entre la campagne Trump et la banque Alpha. Hillary Clinton avait immédiatement repris ces allégations dans un tweet, je cite. « Des informaticiens ont apparemment découvert un serveur secret reliant l'organisation Trump à une banque basée en Russie. » Le tweet d'Hillary Clinton était lié à une déclaration de campagne de Sullivan qui détaillait les allégations. Sullivan était son conseiller en politique étrangère à l'époque. Le récent acte d'accusation de Durham lie la campagne de Clinton en 2016 à de fausses informations qui prétendaient montrer un lien entre Trump et la Russie. L'analyste russe Igor Danchenko, basé aux États-Unis, a été inculpé de 5 chefs d'accusation de mensonges au FBI. Danchenko était le chercheur principal dans la fabrication du tristement célèbre dossier Steele. L'ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que l'enquête de Durham produise de nombreux actes d'accusation. Parce qu'un grand jury a confirmé la nature criminelle du dossier Steele, il s'attend à ce que toutes les personnes impliquées dans sa création et sa diffusion se retrouvent accusées, et cela impliquera les plus hauts niveaux de l'administration actuelle et des agences gouvernementales. Dans le même temps, contraints par ces accusations et révélations, les médias qui ont répandu ces mensonges à l'époque sont obligés de réécrire aujourd'hui leurs articles publiés il y a déjà 4 ans. Les 2 articles les plus importants du Washington Post qui ont été complètement réécrits avaient été rédigés par Rosalind Heidemann et Tom Hamburger en mars 2017 et février 2019. La rédactrice en chef du journal, Sally Busby, a déclaré que le Washington Post ne pouvait plus soutenir la version présentée dans ces articles. Selon le dossier Steele, qui identifie l'homme d'affaires Sergei Milian comme la source D, cette source D a affirmé que les renseignements russes avaient appris que Trump avait engagé des prostituées russes pour détruire une chambre d'hôtel à Moscou où le président Obama, avec sa femme Michelle, avait déjà séjourné et avait une vidéo de l'incident. Le dossier indiquait que l'allégation avait été corroborée par une autre personne décrite uniquement comme source E, mais qui n'a jamais été réellement confirmée. Le dossier Steele, commandé par un cabinet d'études engagé par l'avocat Michael Sussman pour la campagne d'Hillary Clinton, a fourni aux médias de gauche d'innombrables titres anti-Trump et clips d'information et a contribué à donner le ton à des années de couverture enragée du Russiagate contre Donald Trump. Hamburger et Heidemann faisaient partie d'un groupe de journalistes pour le Washington Post et le New York Times. Cerise sur le gâteau, ils ont été récompensés par la plus haute distinction du journalisme, le prix Pulitzer, pour ce fiasco. Ils ont reçu le prix Pulitzer pour des enquêtes écrites sur des bases totalement fausses qu'ils sont obligés de réécrire aujourd'hui.
De nombreux journalistes pourtant étaient sceptiques quant au dossier Steele, mais ils hésitaient à faire part de leurs doutes car ils auraient immédiatement été accusés d'être pro-Trump et pointés du doigt. En Chine, alors que l'épidémie semble se propager dans plus de régions, la politique sanitaire de zéro Covid est invivable pour de nombreux Chinois. Depuis le 23 octobre, environ un tiers des 31 régions chinoises, dont Pékin, est toujours soumis à des restrictions, notamment l'interdiction de voyager vers d'autres provinces, le confinement des écoles, la fermeture des restaurants et des lieux de divertissement, ou l'interdiction périodique de sortir. Sur les médias sociaux, une femme explique que son enfant de 2 ans a déjà été soumis à une centaine de tests PCR. D'autres se plaignent d'avoir passé des mois en isolement. Certains commerces sont fermés depuis plus de 6 mois et n'ont plus aucun revenu depuis. Le maire d'une ville a défendu ces mesures, disant qu'elles devront rester en place jusqu'à ce que le nombre d'infections atteigne 0. Depuis le début de la pandémie, les villes situées à la frontière mongole sont en confinement par intermittence. La frontière mongole a été fermée pendant des mois, ce qui a aggravé les pénuries de charbon et d'électricité en Chine et mis la Mongolie dans une position très difficile. En effet, la Mongolie dépend de la Chine pour la plupart de ses produits manufacturés, ainsi que pour ses légumes et ses fruits. À Pékin, face à la récurrence des tests PCR, le directeur d'un établissement scolaire est allé jusqu'à exiger des parents d'apporter des oreillers et des couvertures pour leurs enfants, retenus dans les locaux en attendant les résultats des tests. Les vidéos ont montré des enfants d'école primaire dormant sur leur table en classe dans l'attente des résultats. Ils ne sont pas autorisés à sortir avant que les résultats soient connus, même tard dans la nuit. Les applications de recherche de contacts et leur utilisation stricte obligent un grand nombre de personnes à rester enfermées chez eux ou envoyées en quarantaine. Lorsqu'un enseignant entièrement vacciné a été testé positif, l'école a immédiatement fermé. D'autres enseignants qui avaient reçu des injections de rappel au même endroit ont été recherchés, conduisant à la fermeture d'une douzaine d'autres écoles. Le régime utilise une technologie nommée le compagnon espace-temps. Si un téléphone se trouve à moins de 800 mètres du téléphone d'un cas confirmé pendant plus de 10 minutes, son propriétaire recevra une notification officielle par SMS et son code sanitaire vert passera au jaune. Lorsque le code sanitaire vire au jaune, un citoyen chinois doit se soumettre à 2 tests PCR dans les 3 jours et s'auto-confiner pendant 14 jours, quels que soient les résultats du test. Par ailleurs, tous les endroits par lesquels une personne testée positive est passée constituent une zone désignée comme dangereuse pour une durée de 30 heures, ce qui signifie qu'une personne arrivant le lendemain, qui n'a pas eu de contact avec la personne infectée et qui ne la connaît même pas, verra son code passer au jaune. Par conséquent, ces cas positifs présumés sont appelés les voyageurs temporels. Malgré les déclarations officielles qui soutiennent le contraire, les coûts de la politique zéro Covid paralysent l'économie chinoise. Les entreprises étrangères ou nationales peinent à fonctionner, ne sachant ni quand ni où auront lieu les prochains confinements ou les prochaines restrictions. Les experts étrangers hésitent à se rendre en Chine en raison des exigences en matière de vaccins, de tests et de quarantaine, ainsi que de peur d'être bloqués. Il apparaît désormais clairement que la Chine n'a pas aussi bien résolu la question du virus qu'elle le prétend. Sur le plan politique, après une session plénière de 3 jours, la direction du Parti communiste chinois a annoncé le 11 novembre l'adoption d'une résolution historique vantant les réalisations politiques du secrétaire général Xi Jinping. Intitulée « Résolution sur les principales réalisations et l'expérience historique du parti au cours du siècle dernier », il s'agit du 3e document de ce type à être élaboré depuis la fondation du parti en 1921. Cette résolution historique est généralement considérée par les spécialistes et l'opinion publique comme un moyen de renforcer l'autorité de Xi Jinping, qui se prépare à assumer un 3e mandat à la tête du PCC. Pourtant, comme nous allons le voir, certains indices dans la déclaration suggèrent que la réalité pourrait être tout autre. Alors pour le comprendre, il faut faire une étude comparative entre ce document et ceux publiés par les précédents dirigeants, Mao Tse-tung en 1945 et Deng Xiaoping en 1981. Selon le communiqué de la 6e session plénière, la dernière résolution historique souligne le rôle qu'ont joué les dirigeants précédents en promulguant chacun leur propre interprétation du marxisme pour renforcer le Parti communiste chinois et assurer sa survie. Ce qui contraste avec les résolutions émises par Mao et Deng qui critiquaient leurs rivaux passés. La résolution de 1945 de Mao répudiait la faction du parti qui réclamait une coopération plus étroite avec l'Union soviétique
et soutenait la doctrine maoïste d'un mouvement communiste chinois géré indépendamment de Moscou. La résolution de 1981 sous Deng Xiaoping, quant à elle, condamnait la tristement célèbre révolution culturelle de Mao et affirmait la politique de réforme économique. Selon Will Wallap Lam, chargé de recherche à la Jamestown Foundation, la présence d'un long paragraphe dans le présent communiqué, consacré aux politiques des anciens présidents Jiang Zemin et Hu Jintao, montre que la rivalité entre les factions de Xi Jinping et Jiang Zemin continue. Malgré cette rivalité, le communiqué explique que la théorie des trois représentants de Jiang Zemin a uni et conduit l'ensemble du parti et de la nation à défendre la théorie et la ligne fondamentale du parti et à contribuer à introduire le socialisme aux caractéristiques chinoises dans le XXIe siècle. Si Xi Jinping n'a pas pu bloquer ces phrases du communiqué, cela signifie qu'il n'a pas réussi à prendre l'ascendant définitif sur sa faction ennemie, contrairement à ce qu'une lecture superficielle du document pourrait laisser croire. Jiang Zemin, aujourd'hui âgé de 95 ans, et ses alliés au sein du PCC sont généralement considérés comme ayant conservé leur ascendant politique bien au-delà de 2002, date à laquelle Jiang Zemin a officiellement passé les rênes du pouvoir à Hu Jintao. Cependant, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, Xi Jinping a mené une campagne anticorruption sans relâche, purgeant des centaines de hauts fonctionnaires chinois liés à la faction de Jiang Zemin. Selon les analystes de Sino Insider, un cabinet de conseil spécialisé sur les élites chinoises, la publication par Pékin d'une résolution historique plutôt tempérée indique que, malgré ses 9 années de mandat, Xi Jinping est incapable d'éradiquer l'influence de la faction de Jiang Zemin ou des élites contestataires. Par ailleurs, le régime est confronté à des crises économiques et sociales croissantes, comme l'effondrement du marché immobilier, les pénuries d'électricité persistantes, le déclin démographique sévère et la reprise épidémique du Covid-19. On peut considérer que la 6e session plénière reflète les efforts de Xi Jinping pour mobiliser publiquement et recruter des partisans. Ceci dans un contexte de lutte entre factions au sein de l'élite du PCC, en vue d'une énorme tempête de défis auxquels Xi Jinping et le régime vont être confrontés, écrit Sino Insider dans une lettre d'information du 11 novembre. Cependant, selon l'analyse, l'autorité découlant de cette propagande et non de véritables réalisations politiques est éphémère et peu substantielle. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.